management, l'entrepreneuriat est une discipline et en tant que tel, il peut s'enseigner. Tout ceci, c'est pour quoi faire? C'est pour parvenir à la disruption. Qu'est-ce que c'est que la disruption? C'est un nouveau terme. Et pour vous le faire sentir, je vais vous donner quelques exemples. Mais d'abord une question. Pensez-vous que ce soit en cherchant à développer la bougie que l'on a inventé l'ampoule électrique? Eh bien non. À un moment, il a fallu tourner son esprit différemment. C'est la disruption. Maintenant, je vais vous donner 3 autres exemples. Vous avez là un super ordinateur qui était au commissariat à l'énergie atomique en France en 85. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les ingénieurs et les scientifiques? Ils ont fait leur boulot, ils ont boosté ses capacités, et voici le même ordinateur, des milliers de fois plus puissant, et quand je dis des milliers, c'est des millions, voire plus, qui se trouve, bon, il s'appelle autrement, mais il est au même endroit. Voilà, ils ont fait leur travail. Et puis, quelqu'un s'est dit, écoutez, moi je suis prêt à perdre en puissance, mais je vais proposer un produit moins compliqué, moins cher, et qui consomme infiniment moins d'énergie électrique. C'est devenu ce produit, et ce produit se trouvait dans les années 80, et un peu après, sur tous les bureaux. Alors que là, celui-ci, il n'y en avait qu'un seul. C'est ça le génie créatif, c'est ça la disruption, c'est ça qui crée le marché, c'est ça qui crée l'emploi. Autre exemple, on reprend le même. Les années 80, voici l'engin, les ingénieurs ont fait le boulot, ils l'ont boosté, on est passé de MS-DOS à Windows, je ne sais combien, mais c'est le même produit. Et puis un créatif a dit quoi? Eh bien, écoutez, je suis prêt à perdre en puissance, je suis prêt à perdre en autonomie, mais je vais ajouter quelque chose qui va plaire à tout le monde. Je vais le rendre portable. Et ça a créé un marché fantastique. Troisième et dernier exemple, ce produit en lui-même est une disruption. Car avant ce produit, comment on téléphonait? Bon, les jeunes, vous ne savez peut-être pas, comme ça. Voilà. Donc en 2000, c'était ça. Mais force est de constater que la société Nokia s'est endormie au niveau de la créativité, puisqu'elle n'est capable de proposer que ça, c'est-à-dire une version boostée en termes de capacité, avec quelques petites fonctions supplémentaires, mais c'est le même produit. Et quelqu'un, celui-ci, Steve Jobs, a dit bon, je vais perdre en batterie, parce que là, vous aviez une semaine de capacité. Là, vous n'avez plus que 24 heures ou guère plus. Je vais perdre en autonomie batterie, mais je vais inventer quelque chose que tout le monde va adorer. C'est l'écran tactile. Aujourd'hui, dans votre poche, vous avez quoi? Vous avez ça. Vous n'avez pas ça. En tout cas, l'immense majorité a ça. Et c'est ça, le génie disruptif. Je crée un marché que la planète entière va adorer. Et pourtant, je perds des attributs. Je perds en autonomie batterie. Il faut donc imaginer le progrès avant de le bâtir. On a besoin pas que des ingénieurs et des scientifiques, on a besoin des créatifs. Bien, enfin, pour terminer, comment enseigne-t-on dorénavant à l'ère du numérique? Bon, personnaliser les apprentissages, c'est pas une nouveauté, mais alors, qu'est-ce que c'est que la personnalisation? La pédagogie différenciée. On sait depuis quelques dizaines d'années, au moins, que les besoins, les capacités et les motivations des élèves sont différentes. Par conséquent, il faut que l'enseignant adapte son enseignement pour que tous les élèves réussissent. Concrètement, imaginez que l'élève qui est fort, on va lui donner un exercice un peu plus difficile, et l'élève qui est en difficulté, on va lui donner un exercice un peu plus simple pour l'encourager et pour le pousser vers le haut. Parce que si on veut que tous les élèves réussissent, la pédagogie, ça ne doit pas être l'uniformité. L'égalité, ce n'est pas l'uniformité. Et l'uniformité, moi j'appelle ça également, je vais être un peu méchant, mais
je trouve que c'est la solution de facilité. Alors c'est aussi facile à dire, parce que c'est extrêmement difficile pour un enseignant de faire une pédagogie différenciée. Mais c'est la condition du succès de tous les élèves. Lutter contre la démotivation et le décrochage, c'est le but de la pédagogie différenciée. Alors, encore une fois, ce n'est pas nouveau la pédagogie différenciée, mais notamment aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et le big data, c'est devenu beaucoup plus simple. Il existe des outils qui permettent d'aller beaucoup plus facilement dans ce sens. Augmenter le désir d'apprendre. Vous savez maintenant, il y a ce qu'on appelle les serious games, les jeux sérieux. Ce sont des activités, des logiciels qui ont d'un côté, qui allient le plaisir ludique au fort contenu pédagogique. Nous savons depuis plus de 2000 ans que les enseignements les plus complexes passent beaucoup plus facilement avec le jeu. Avec l'intelligence artificielle, le jeu n'est plus un problème. Et si l'école ne devait posséder qu'un seul rôle, ce serait de faire découvrir à chaque élève le plaisir d'apprendre. Pourquoi? Eh bien parce que, avant on disait, commence par apprendre et tu agiras ensuite. Or, aujourd'hui, on apprend en agissant. Et comme on agit tout le temps, on doit donc apprendre toute sa vie. D'où l'importance du plaisir d'apprendre. Bienvenue dans la société apprenante d'aujourd'hui. Imaginez, il y a de cela un certain temps. Ne pas sanctuariser l'école. Alors, aujourd'hui, et notamment grâce à l'intelligence artificielle et au numérique, ça va ensemble, on est capable d'enseigner différemment. Il y a ce qu'on appelle la classe inversée. C'est un concept qui permet de, non plus je vous enseigne quelque chose, mais je vous donne des ressources pédagogiques que vous étudiez en amont, avant, à la maison. Ça vous donne déjà un avant-goût et quelques informations. Ensuite, on développe tout ça en classe. Vous posez des questions, j'enrichis le débat. J'ai un rôle donc différent. Je ne vous transmets plus uniquement des savoirs. Je vous transmets une expérience. Je corrige des choses que vous n'auriez pas bien comprises, etc. Et ensuite, en aval, après la classe, on peut également apprendre, puisque d'autres ressources pédagogiques permettent d'approfondir. On apprend donc avant, pendant, après. Et je vous présente un cours de biologie. Oui, il a une forme bizarre, mais tout est numérique. Il n'y a pas besoin de tenir tous les jours un tube à essai pour comprendre une réaction de chimie, par exemple. Et ceci, c'est à plus large échelle, mais il y a un point que je dois énoncer, c'est que si la classe inversée est très efficace dans le supérieur, elle est, bon, les avis divergent, mais elle est, je trouve, moyennement efficace dans le secondaire, mais alors elle n'est pas du tout adaptée au primaire. Demander à des enfants de préparer le cours, ça me paraît un peu hasardeux. Certains le feront, grâce à leurs parents, mais d'autres ne le feront pas. Et donc, en arrivant en classe, il y a déjà une égalité. Donc, c'est pas optimal. Évidemment, les espaces, non pas d'enseignement, mais d'apprentissage, c'est le nouveau paradigme, doit être revu pour arrêter avec la verticalité professeur-élève. Pour résumer un peu tous ces concepts, l'idée c'est changer de paradigme, changer de concept, de vision du monde. Alors, rapidement, il faut passer de la conception basée sur l'enseignement à l'apprentissage. On va au-delà de l'enseignement, on va vers l'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne cherche plus à transmettre des connaissances, on cherche à transmettre des compétences qui doivent être développées. On ne cherche plus à transmettre des automatismes. On n'a plus besoin, le monde du travail a changé. On cherche à être capable, on veut que les élèves, les étudiants soient capables de répondre à des questions complexes.
On n'est plus centré sur l'enseignant qui va délivrer un cours, on est centré sur l'élève qui doit apprendre. Donc la relation ne doit plus être didactique, elle doit être interactive. On ne va plus faire référence aux connaissances, on va faire référence aux compétences, encore une fois, qui ont été développées. Enfin, au niveau de l'évaluation, ça n'est plus intéressant de répondre aux questions de l'enseignant. Ce qu'il faut, c'est des évaluations authentiques. Authentiques, c'est-à-dire que les tâches doivent être vraiment intégratrices et se baser sur le monde réel, même si c'est un petit peu plus complexe. Mais on a développé des compétences. Et enfin, l'enseignant ne doit plus être un transmetteur d'informations, certes, il en transmettra toujours, mais il doit surtout enseigner le tri des informations, leur classement, leur contrôle et leur exploitation intelligente. Il a donc dorénavant un rôle différent, médiateur, guide, animateur. Auparavant, il était toujours un expert. Aujourd'hui, on l'espère aussi, mais parfois, il doit apprendre. Et souvent, je dirais, les connaissances évoluent tellement vite que s'il ne se met pas lui-même à jour, il risque d'être dépassé. Et on peut même imaginer que dans certaines classes, donc peut-être pas en primaire, mais dans certaines classes, ponctuellement, sur un sujet précis, un élève en sache plus que le professeur. Il n'y a pas de honte. Il apprend. C'est tout. L'élève ne doit plus être un récepteur passif. L'élève doit être un constructeur et actif. On n'est plus dans l'apprenant, on est dans le collaborateur. Et, dernier point, il faut arrêter avec l'individualisme et la relation de compétition. Car le monde du travail, ce n'est pas ça. Le monde du travail, c'est collaboration et relation d'interdépendance. Il faut donc le préparer en amont. Et pour finir, un peu de sagesse africaine. Bien. Je vais pour conclure vous présenter 2 exemples d'utilisation massive d'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation. Commençons par l'école 42. Alors, l'école 42,